Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Fan du crédit. Alors aujourd'hui, émission consacrée à un sujet qui nous préoccupe en tant qu'intermédiaire parce que c'est la matière première qui va générer les documents et les dossiers de financement, le logement. Mais c'est aussi un sujet qui préoccupe en ce moment et depuis quelques années déjà l'ensemble de la vie économique. Donc j'ai autour de moi la chance d'avoir des interlocuteurs de ce domaine-là qui sont ultra pertinent et vous allez pouvoir le juger par vous-même. Alors, faire la différence entre logement et marché de l'immobilier, c'est pas forcément inné pour chacun. Outre les différents marchés qui composent celui de l'immobilier, le statut de l'occupant d'un bien immobilier peut être différent, locataire, propriétaire à titre gratuit, individu, occupant, logement de fonction, etc., etc. Par contre, ce qui est commun à tous ces éléments, c'est que depuis ces dernières années, rien ne semble aller comme cela devrait. L'adage disait toujours, quand le bâtiment va, tout va. On va voir ce qu'il en est. L'immobilier de bureau subit les contre-coups de la crise sanitaire. Les locaux industriels font la part belle à la construction, tandis que les friches de locaux des US sont dénombrées dans plein de communes. Quant au marché du neuf, il est chahuté par les normes de construction, par les hausses des coûts de production, les blocages en foncier de la part des collectivités. Le résidentiel ancien n'est pas épargné non plus. La location est en tension si forte qu'on est parfois même plus capable d'héberger. On a l'actualité de la rentrée scolaire qui est un vrai sujet pour les étudiants qui cherchent à se loger. Et la transaction, après avoir connu des pics exceptionnels, et je reviendrai sur l'analyse grammaticale du terme exceptionnel, parce qu'on a eu vite fait de l'oublier, a vécu 2 années de retournement compliquées pour pas dire plus, et même si ça va un peu mieux en 2025, on est très loin de ce qu'on pourrait avoir besoin de faire, et surtout de ce qui pouvait exister. Et tout cela, tandis que la France manque cruellement, et de façon récurrente, on est tous pour le dire, de logements. Les études commencent à dater. On est estimé sur un besoin de 500 000 logements par an. Alors, il y en a qui disent 450 000, d'autres 550 000. Bref, on est à peu près sur un consensus sur les 500 000, et on n'y est pas du tout. Et tout cela avec une évolution démographique qui est dans la composition des ménages ou la croissance de la population qui n'est pas adaptée à ce qui se passe. Pour les intermédiaires bancaires que je représente, les cycles conditionnent aussi la rentabilité et l'attractivité de nos métiers. Il est donc indispensable de s'intéresser aux fondamentaux des marchés du logement. Alors, c'est immense plaisir pour les 4 invités de prestige que j'ai. Danielle Dubrac. Bonjour. Bonjour Danielle, présidente nationale de l'UNIS. Syndicat professionnel des gestionnaires de l'immobilier, loi Hoguet. Et puis, personnalité très en marque en ce moment. Et merci pour tout ce que tu fais, parce que c'est un travail de longue haleine. Renaud Cormier, DG de Théséis, grosse entreprise dans le bien locatif. Et puis, président de l'AFIL, Association française de l'investissement locatif. J'ai bien tout prononcé. Ou de l'immobilier locatif. L'immobilier. C'est selon, mais peu importe, c'est la même chose. Stéphane Fritz, le président emblématique du réseau Guy Hockey. Merci Stéphane d'être là. Merci Bruno pour ton invitation. Bonjour à toutes et tous. Steve Baudel, directeur commerce et marketing du groupe Exaome, ex-Maison France Confort, s'il y en a qui ne sont pas bien au courant, et de tant d'autres marques, puisque c'est aujourd'hui le leader sur le marché de la construction. Madame, messieurs, la première chose que je voudrais, sur lequel je vais vous titiller, c'est bien évidemment... dans votre domaine, vous avez tous plaidé pour une prise de conscience par les pouvoirs publics sur le problème du logement en France. Je vais donc vous laisser à tour de rôle la parole pour pouvoir que vous nous expliquiez davantage les constats, les attentes et puis vos espoirs, sachant qu'on est quand même dans une période complexe. C'est une séquence très particulière qu'on vit en ce moment. Daniel. À chaque fois qu'il y a une échéance, il y a une prise de conscience. J'aurais retourné à l'envers plutôt que de partir sur l'échec du CNR logement en 2023 où on avait fait des préconisations et finalement ça a servi à rien. Je voudrais juste repartir de l'AREF, le mouvement des MEDEF il y a quelques jours où le Premier ministre a parlé du logement. Il a parlé du logement parce que Valérie Létard l'a convaincu, a essayé de le convaincre sur le fait qu'il y avait des points importants, notamment sur le statut du bailleur privé,
Donc ça, c'est important. À chaque fois qu'il y a une échéance, il y a un mea culpa sur le logement. Donc, c'est une crise qui est durable. Un point intéressant aussi, c'est que OpinionWay fait des sondages tous les mois. Au mois de juin, 12% aujourd'hui de chefs d'entreprise qui n'ont absolument plus confiance dans les perspectives économiques du pays. C'est moins 5 points, par rapport à ce qui s'est passé en juin. Et sur l'indicateur de l'optimisme, on est à 68%. Et c'est un indice très dégradé par rapport à donc ça se dégrade naturellement, mais ça se dégrade aussi par rapport à tout ce qui se passe, géopolitique, crise, problème de cohésion sociale, etc. Donc, le logement, c'est du temps long, l'immobilier, c'est du temps long, l'aménagement, c'est du temps long. Donc, quels sont nos espoirs ? C'est qu'on libère du foncier, qu'on puisse reconnaître le statut de l'investisseur locatif privé. Moi, je représente le logement privé en France, en tant que syndicat. C'est tout ça, mais c'est une stabilité, il y en a marre. Si vous voulez, à un moment donné, il y a plein de choses qui ont été faites par Valérie Létard, tout doucement, mais sûrement. Elle est vraiment, je dirais, elle fait l'enthousiasme et l'unanimité des professionnels. Donc, la fraude au DPE, le DPE, MaPrimeRénov', il y a eu beaucoup, le PTZ. Le PTZ, c'est formidable. Donc ce sont des mesures dispersées. Mais du coup, comment est-ce que ça va se passer par la suite ? C'est ça le sujet. Donc, on a confiance en cette personne, notamment. Mais quand vous interrogez les copropriétaires, il y a eu des assemblées générales en juin. Eh bien, il était urgent de ne rien faire. Donc, ce retour de confiance, malgré les mesures dispersées, certes, mais quand même réelles et sérieuses, qui ont été obtenues, je pense, avec beaucoup de combats. Je ne sais pas comment on va retrouver la confiance en les gens dans l'investissement, dans la pierre, dans la gestion immobilière, dans le vote des travaux. Ça, franchement, moi, j'ai pas la recette. Alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est avant le 8 ou après le 8. Mais il y a une défiance totale et c'est complètement... Vous savez, des fois, on dit il y a des choses qui sont rémédiables. Là, sincèrement, est-ce que c'est rémédiable ? Est-ce qu'on va revenir à la confiance ? Nous, on est optimistes en tant que professionnels de l'immobilier. On porte quand même le sujet, la profession, les clients, l'intérêt des clients. Mais est-ce qu'on va pouvoir redonner confiance ? C'est un vrai sujet. Et moi, c'est ça ma crainte. Et les espoirs, c'est tout ce qui a été obtenu et tout ce qui est en attente devant nous, notamment le statut du bailleur privé. Oui, parce qu'on va parler effectivement de plusieurs choses. Il y a plein de sujets à aborder, mais on peut être dans une période de blocage politique qui, on l'a vécu il y a un peu plus d'un an, qui peut du coup, malgré les victoires qu'on croyait acquises, vont tomber parce que ça ne sera pas validé, ça ne sera pas publié, etc. etc. Merci. Renaud, là aussi, des attentes, des espoirs. Alors, l'investissement locatif, et notamment l'investissement locatif privé, il a quand même des sacrés coups dans la figure depuis ces dernières années. J'ai pas l'impression, les derniers propos n'étaient pas très encourageants. Est-ce qu'on est capable, tes attentes, est-ce qu'on est capable de sortir du problème du logement et du manque de logement sans l'investissement privé ? Alors, je pense que la preuve est faite que non. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on est revenu aujourd'hui à des volumes de mise en chantier, tout type de biens confondus, inférieurs à 1954. Donc, on revient 70 ans en arrière. Les derniers chiffres, tu me dis si je me trompe, mais on est à 320 000, mais il y a 30 000 qui sont en fait du bidouillage de deux chiffres. Oui, on est en dessous des 300 000, donc on est revenu 70 ans en arrière. Il faut avoir en tête qu'il y a 70 ans, il y avait moitié moins de ménages. Donc, on a doublé le nombre de ménages et on produit moins qu'il y a 70 ans. Donc, effectivement, si je regarde le verre à moitié vide, la situation est assez catastrophique. Les chiffres que nous avons au premier semestre issus de notre baromètre du Labo de l'investisseur, c'est que les simulations faites par les professionnels sont en chute de 42%. Donc nous étions au niveau des réservations à moins 41% selon les chiffres de la FPI du ministère à la fin du premier trimestre. Si les simulations faites par à peu près les 10 000 utilisateurs du logiciel Top Invest qui sert de base au labo, on les traduit directement en réservation, ça veut sans doute dire que les réservations sont au-delà de ce moins 42% sur le premier semestre, puisque qui dit simulation faite avec des investisseurs potentiels dans les périodes difficiles veut dire généralement une dégradation encore plus forte des ventes elles-mêmes. Pour regarder le verre à moitié plein,
on va essayer. Je pense que le sujet du logement, effectivement, est un sujet qui revient de manière maintenant récurrente sur la table auprès des différents décideurs. On vient d'une situation pas si vieille que cela, il y a 2 ans, où même des parlementaires nous répondaient de ne pas vouloir se saisir du sujet parce qu'il y avait, pour reprendre leurs termes, que des coups à prendre. Je pense que la prise de conscience de l'ampleur de la crise et de la profondeur de l'ornière dans laquelle nous nous sommes mis, elle est forte. Et les dernières discussions, effectivement, que nous avons eues, que ce soit avec des parlementaires, que ce soit avec le logement sur le sujet, montrent quand même qu'il y a une vraie progression dans la prise de conscience. Maintenant, on sait qu'on a besoin, effectivement, d'un coup de pouce politique. Il faut absolument que nous réussissions, contre vents et marées, à ce que le sujet du statut du bailleur privé sorte dans ce PLF 2026. Peu importe qui le porte, peu importe qui le défend. Pour moi, un des gros points positifs quand même de l'année 2025 est qu'on a réussi à mettre au milieu de la table, au-delà du sujet de la confiance qui est clé pour les investisseurs, le sujet de la rentabilité. C'était un gros mot de parler de rentabilité pour un investisseur, et dans toutes les conversations autour du statut du bailleur privé, on a enfin parlé rentabilité, on a enfin pu comparer la rentabilité de l'investissement immobilier avec d'autres classes d'actifs, puisque dorénavant, les investisseurs, bien qu'il y ait effectivement un affect fort pour la pierre, bien que pour beaucoup d'entre eux ce soit le seul investissement significatif qu'ils puissent faire à crédit, aujourd'hui ils ont des alternatives dans d'autres classes d'actifs. Donc soit le logement immobilier propose un rendement qui est cohérent avec le risque qui est pris, avec l'engagement qui est pris dans la durée et en termes de liquidité, soit on ne fera pas revenir massivement les investisseurs. Pré-gamelle de 2023, les TRI dans l'immobilier locatif, notamment dans le neuf, étaient taux de rendement, le taux de rendement sur la durée de l'investissement. Quand on met tous les ingrédients dans le shaker, on arrivait à sortir du 7 ou un peu plus % en moyenne sur des bases très très larges d'échantillons. Ce qui est assez cohérent avec les 5,5 qu'on peut avoir sur de la pierre papier ou les 8-9 qu'on peut avoir en bourse. On est aujourd'hui à 3,5. On est à 3,5 en investissement locatif, alors que les CGP font l'effort d'essayer d'emmener les clients sur les dispositifs sur lesquels il y a encore un peu de rentabilité, sur des opérations où les prix sont le mieux positionnés, où les rendements sont encore les plus élevés possibles. C'est tout simplement insuffisant pour retrouver les volumes qu'on a connus. Et donc le statut du bailleur privé doit permettre de redonner de la rentabilité. C'est écrit dans le préambule du rapport d'Aubresque-Cosson, où j'engage tous les professionnels à lire si ça n'est pas fait. Et c'est la première fois qu'on le dit. On doit redonner de la rentabilité aux investisseurs. Si tout le monde en est convaincu, on va y arriver. Après, il faut y arriver vite, puisque le temps qui passe ne fait que creuser l'ornière. Bien sûr. Alors, j'aurais ma petite pointe acerbe qui dirait que on en a pris conscience, c'est bien, on est dans la candeur. Est-ce que c'est pas parce qu'on en a pris conscience, parce qu'on s'est aperçu que dans les recettes fiscales, ça faisait un trou énorme et on fera pas allusion forcément qu'à la ville de Paris. Voilà. Stéphane, le marché du logement, c'est les transactions. Alors, on est heureux, on a un rebond significatif sur le premier semestre 2025. Ce que j'ai quand même le loisir de dire à qui voudra bien l'entendre, c'est que le référentiel de 2024, il était quand même catastrophique. 70 ans qu'on n'avait pas été à ce niveau-là de transactions. Les espoirs, les attentes de ce qui se passe en ce moment dans la séquence pour le marché de l'immobilier. Ton enseigne, elle est représentative, elle est majeure dans le marché. C'est quoi ? Aujourd'hui, moi, je représente les agents immobiliers, donc nous, les intermédiaires, que ce soit à la hausse, à la baisse, au volume de logement. Nous, on fera notre travail. Donc, du point de vue de l'immobilier, la contraction du marché, elle est due en partie. Alors, je sais pas si ça fait 70 ans qu'on n'a pas le taux qu'on a eu le volume de transactions en 2024. Parce que je crois me rappeler pendant en séquence, parce que pas toute l'année. On a eu des volumes de transactions dans l'ancien un peu qui a été très brutal. Très très brutal. Cette crise a été brutale. Et tu parlais de volume tout à l'heure. Les volumes anormaux, exceptionnels, anormaux, en 2021 sont dus à la période de Covid. Pour des faits, pour le coup, qui ont été extrêmement durs et mauvais, ce sont les décès et les divorces qui ont accéléré le nombre de transactions. Et cet équilibre-là, il est revenu à sa normale. Donc aujourd'hui, en 2024, on était très en dessus, il y a un arrêt brutal. Et en 2025, on revient à peu près à la normale, aux alentours de 850 à 900 000 transactions. Ce qui est un marché normal pour la démographie. Oui, je le disais aussi
aussi souvent. Quand on fait la moyenne sur les 50 ans, on est à peu près dans cette fourche-là, 820, Pour 870 000. 60 millions voilà. d'habitants, c'est à peu près ce qu'on considère. Si on regarde aujourd'hui un volume plus important d'habitants en Angleterre, on va trouver 1,2 million, 1,3 million transactions dans l'ancien. Donc c'est à peu près ça. Et c'est et notamment la population croît, donc il va falloir de toute façon mieux construire. Donc nous, on est des acteurs, on est des observateurs de cette vie-là, mais la réalité, c'est que puisque tu poses la question, quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. Aujourd'hui, il faut soutenir, je pense qu'il nous faut, et la prise de conscience, elle n'est pas faite, elle n'est pas pour aujourd'hui, et à mon sens, elle ne sera pas avant 2027. Elle n'est pas faite pour ça, il faut soutenir l'investissement locatif, et notamment de monsieur et madame, non pas ceux des grands groupes, mais de monsieur et madame, parce que c'est ce qui fait construire, et il nous faut soutenir la construction pour libérer aussi les contraintes aujourd'hui réglementaires pour le faire. Nous, on fera toujours notre boulot. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait tout à l'heure de 500 000 transactions, et c'est vrai, 500 000 transactions, c'est à peu près tous les derniers rapports. Borloo, Rebsamen, l'Abbé Pierre, tous les rapports successifs, globalement, sont aux alentours pour accompagner la démographie de la France de 500 000 transactions. Et là, il y a une volonté politique. Et c'est pas le ministre du Logement, même si elle est de bonne composition aujourd'hui, qui va gérer le problème. Le Premier ministre, on ne sait pas sa durée de vie aujourd'hui. C'est le président. Le président, il a mis le secrétariat général à la planification écologique en place. C'est le secrétariat général à la planification écologique, qui est un dogme, dit, lui, clairement, moins de 300 000 en construction. Donc, on a exactement ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'aura pas une politique inverse et radicale, et c'est pas, même si je suis pour le statut du bailleur privé, on est dans quelque chose de beaucoup plus à la hache, quoi. Parce que là, bailleur privé, c'est du patch, quoi. Je veux bien, je suis d'accord pour ça, et je milite pour qu'on ait le statut du bailleur privé. En revanche, c'est un patch. On a besoin aujourd'hui d'une construction relancée si on veut, demain, que les prix baissent réellement ou au moins se stabilisent. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est une perte de pouvoir d'achat, une augmentation des prix, d'accord? Et ce qui paye la note, c'est pas les constructeurs, c'est pas les agents immobiliers, c'est les ménages. C'est les ménages et notamment les plus faibles. Et l'État. C'est eux. Alors l'État, parce que qui nous considère comme des rentiers, aujourd'hui c'est 80 milliards d'entrées pour 45 milliards de sorties. Donc c'est un excédent extrêmement lourd. Donc là peut-être qu'il vient de s'en rendre compte, donc il revoit un peu sa copie. Mais c'est trop timide. Donc, à mon sens, il nous faut quelque chose d'assez radical. Donc, on va voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Et puis, à mon avis, avant 2027, il n'y aura rien. Donc, on sera très attentif au programme des nouveaux, quoi. Oui, parce que dans le marché de l'immobilier, notamment dans l'ancien, c'est quand même un marché de l'offre et de la demande. Il y a le marché de la confiance. Alors, dans ce que tu as évoqué, moi, j'y rajouterai une pierre qui est l'accès au crédit, dont on parlera aussi, parce que dans 2021, 2022, voire 2023, c'est parce qu'on a quand même été joué dans les limbes des taux négatifs aux apprentis sorciers. Mais en l'occurrence, alors, les défenseurs de l'économie me diront qu'il n'y avait pas d'autre solution et qu'il fallait faire ça. Mais peu importe. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça a boosté. Et donc, on peut pas renouveler, on ne fait pas un achat immobilier tous les ans quand même, malheureusement ou heureusement. J'en sais rien. Mais donc, ce qui fait cette offre et la demande, c'est effectivement la production de nouveaux logements. Et donc là, en l'occurrence, on n'y est pas. Et nous, on demande tout le temps, on est dans l'ancien et on demande tout le temps une aide au neuf. On n'a pas envie d'une aide à l'ancien. Oui, parce que nous, le neuf à la devient hausse ou à ancien. la baisse, on fera le job. Voilà, nous, on demande au contraire une aide pour les entreprises, qui n'a rien à voir avec l'immobilier. On n'a pas, qui peuvent garder leurs honoraires, les taxations qu'ils font sur les notaires, sur les transactions, ils peuvent les garder, qui nous laissent bosser, en revanche, qui produisent, et ça je parle pour les gens, en règle générale. Il nous faut produire pour faire baisser ou stabiliser les prix. Si vous produisez pas de logement, les prix vont pas cesser d'augmenter. Même dans la contraction de marché où tout le monde a prédit des grandes baisses de prix, déjà on les a pas vues, deux, ça remonte. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. On rappellera statistiques notariales sur le premier semestre, plus 4 à peu près, avec des zones bien évidemment différentes en ce qui concerne, avec une poussée un peu plus forte sur les appartements que sur les maisons. Je dis ça sous votre couvert, mais en l'occurrence... les petits biens plutôt que les gros. Oui, on trouvera des éléments d'explication. Steve, tu représentes aujourd'hui dans cette table le marché du neuf. On aurait pu le découper entre la construction, la promotion, etc. Il y a des éléments qui sont apparus récemment. On reviendra dans le cadre du financement sur le PTZ et l'élargissement, mais qui touchent pas tout le monde.
c'est quoi aussi les attentes du marché du neuf par rapport à tout ça? Je pense qu'elles sont nombreuses, parce que vous, le martyre, il dure depuis quelques années maintenant. Oui, tout à fait. Alors, j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui est séculaire, donc il y a plus de 100 ans d'existence, et mon président me disait, la crise de 91, les enfants, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que la crise de 91, ça remonte à quelques années, mais elle a été subie, mais derrière, il y a eu quand même une réorganisation. Les subprimes, il y a eu des effets déclencheurs, doublement du prêt à taux zéro, des mesures qui ont été immédiates pour relancer la construction. Donc, on n'a pas eu de plan de Marshall, mais celle qu'on vit là, elle est latente en fait, parce que c'est une crise de confiance, une crise économique, et une crise quelque part de confiance même du gouvernement dans les acteurs du logement. Une crise politique, clairement. Stéphane le disait, excuse-moi, Stéphane le disait par rapport au secrétariat à l'écologie. Enfin, on a tous quand même en mémoire une ministre du logement, il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous disait que fallait se faire en sorte que personne ne pourrait accéder davantage à la maison individuelle, ou en tout cas, c'était polluant pour le marché. Néanmoins, c'est un droit fondamental, se loger. Après, se nourrir, c'est le deuxième bien dans lequel on doit absolument respecter la volonté des Français. Je reviendrai sur les propos, effectivement, d'augmentation démographique, mais également sociologique. On déconstruit des ménages. Nous, on a une clientèle, on a la chance d'être sur toute la France, donc on a une clientèle de primo-accédants, de second-accédants, et on voit arriver aussi une clientèle de monoparentaux qui, tant bien même, n'ont plus les possibilités de se loger, donc ils font construire une maison plus restreinte. Donc à partir de 50 mètres carrés, on peut crier aux orphées, mais en tout cas c'est parfois plus grand qu'un appartement. Ils ont un jardin, ils peuvent loger leurs enfants. Donc on voit aussi cette clientèle et qui a du mal aussi à se financer. On reviendra tout à l'heure sur le propos du financement. Mais je voulais revenir sur la production. Donc nos craintes, encore une fois, c'est que on ait effectivement des courants inverses, tant sur l'économie, mais également sur le législatif. Parce que vous savez qu'on est inscrit dans un plan climat. Et nous, en tant que producteurs de logements, tant en maison qu'en appartement et en rénovation, on est assujetti à respecter, et on s'y emploie, à respecter la réglementation environnementale 2020, qui va prendre encore un virage en 2028, puis en 2031, avec des seuils, et tout indirectement, comme disait Stéphane, c'est une augmentation, encore une fois, du prix du logement. Et le prix du logement, la TVA est la même sur le neuf, donc quelque part, notre ménage voit, encore une fois, peut-être son nombre de mètres carrés diminuer, ou ses aspirations, quelque part, parce qu'encore une fois, se loger, ça doit être un plaisir, ça ne doit pas être qu'une contrainte. Passer toutes les étapes, ça doit être un endroit où on va voir grandir ses enfants, on va s'épanouir, et on va pouvoir profiter de son logement à la retraite, parce qu'on parle beaucoup de la retraite, et je pense qu'il faut que nos ménages soient propriétaires aussi de leur logement, s'ils veulent avoir une retraite un peu plus sereine. Donc nous, on est vraiment assujettis à toutes ces contraintes. Alors on s'adapte. On nous parle de ZAN, donc nous on s'adapte, on arrive à diviser des terrains, on travaille avec nos géomètres experts pour, encore une fois, mieux répartir le foncier, parce que le foncier, on parle beaucoup de foncier artificialisé, mais est-il bien géré? Donc je pense qu'il y a encore aussi un effet levier foncier qu'il faut travailler. Et sur la production de logements, on essaie d'être imaginatif sur les systèmes constructifs, sur les prestations qu'on peut offrir à nos clients pour qu'encore une fois, ils aient un logement décent et qui puissent ne pas seulement subir le marché du logement, mais encore une fois, qu'ils puissent en profiter. Alors, nos attentes, elles vont justement d'avoir peut-être un peu plus de lisibilité, un peu plus d'engagement, de confiance, parce que ce marché du logement, il a été effrité sur l'offre, mais il a été effrité également sur les producteurs. On parlera tout à l'heure, il y a eu énormément de défaillances. Alors, défaillances, non pas parce que c'était des mauvais management, mais tout simplement parce que quand vous avez des entreprises qui n'ont pas des rentabilités très très fortes, à partir du moment où vous augmentez très fortement les prix de nos maisons, nous on est contraints à respecter des contrats et quelque part on endosse ces augmentations. Donc le marché des producteurs de logements, que ce soit des promoteurs ou constructeurs, a été effrité. Il n'y a pas beaucoup d'artisans qui peuvent réussir tout seuls sans l'aide d'un assemblier comme nous le sommes. Donc on sera très vigilant encore une fois sur le fait qu'on ne soit pas les seuls. On devient aujourd'hui un peu presque hégémonique dans notre domaine d'activité. Nos challengers se sont bien effondrés. Donc il faut absolument qu'on garde aussi une production de logements pour qu'on puisse réussir à obtenir ces 400 000 logements, 400 à 500 000 logements produits par an sur toute la France. Donc quelque part,
Nos espoirs, c'est qu'il y a un bon sens. Encore une fois, on l'a vu, on a une crise politique depuis 1 an et demi. Eh bien, on voit quand même que nos ménages se lancent dans un projet, que ce soit de construction, de rénovation, contre vents et marées, parce qu'ils doivent loger leur famille. Puis ils ont compris aussi que c'était un investissement. C'est quelque part un patrimoine qu'ils vont reconstituer, pouvoir transmettre. Donc on est ravis de voir qu'il y a un bon sens et que tant que les taux d'intérêt restent, alors peut-être pas à la hauteur dont vous parliez tout à l'heure, extrêmement bas, mais sur des niveaux, on va dire normatifs, 3, 3,5, bien là, on rentre dans les enveloppes. Parce que c'est important aussi de se rappeler que, quelque part, chez nous, c'est entre 250 et 300 000 terrains, maisons, pour faire construire, et c'est ce qui est un peu représentatif de ce que peuvent se financer nos ménages. Donc le bon sens, puis quelque part, la coordination des services, on l'a vu quand les professionnels immobiliers se tiennent la main et tirent dans le même sens, quelque part, on aura prouvé aussi qu'on était capable de pouvoir produire nos logements et pouvoir les gérer derrière. Oui, les produire des propositions, ça c'est sûr. Après, il y a ce qu'en font les gouvernants ou les politiques derrière. On va y revenir tout de suite. Je revenais simplement sur les histoires de coûts de production. J'espère qu'on aura le temps d'évoquer au moins ou d'aborder ça sur la rénovation. Parce que là, moi, ça fait des années que je dis que, à force de flinguer, excusez-moi ce terme, de flinguer les professionnels de la construction ou de l'artisanat, eh ben, le jour où ça rebondira, on n'aura plus personne et il va falloir encore importer de la marchandise et de la main-d'œuvre de l'étranger. Alors, Daniel, vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, Valérie Létard semble effectivement faire une certaine unanimité. En tout cas, on peut pas ne pas la taxer d'immobilisme ou quoi que ce soit. Elle est un peu sur tous les fronts. Elle a plutôt un franc-parler, etc. Du coup, on n'a pas les décisions politiques, on n'a pas les sujets économiques qui vont derrière. Je reviendrai un petit peu avec une petite pointe sur la Banque de France quand même, sur les critères HCSF. Forcément, c'est mon job. Et puis, qu'est-ce qui bloque en fait réellement? C'est quoi? C'est parce que ça coûte trop cher à l'État et il faut le retour sur investissement qu'évoquait Renaud et sur lequel on est tous d'accord. Est-ce qu'il est trop long à attendre et on peut pas se permettre? Est-ce que c'est un dogme, comme on l'évoquait tout à l'heure? C'est quoi, vous qui flirtez dans ces entretiens-là? Oui, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est politique? Oui. Est-ce que c'est économique? Oui. À un moment donné, ça peut être économique entre les recettes et les dépenses, quoique, comme le disait très bien, ça rapporte, puisque c'est entre 80 et 45, le solde est positif. Les mesures sont dispersées, donc évidemment, Valérie Létard a fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire en allant voir tous les partenaires. Moi, je crois que c'est tout bêtement, c'est le courage. On manque de courage en France. On n'est pas capable du consensus. On n'est pas capable de se dire, tiens, on va mettre les armes à l'entrée de la salle et puis on va discuter parce que il y a un intérêt général à agir. C'est ça, en fait, la difficulté. Il n'y a aucun sursaut d'intelligence de nos parlementaires en se disant on va pas regarder le côté individuel. Je suis un peu dur. J'avais permis d'être 5 ans. Je suis un peu dur parce que parce que le temps, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de crédibilité. On n'est pas capable du consensus. Je me demande si on n'aura pas aussi des solutions et des mesures dispersées, peut-être par l'Europe, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a une commission européenne qui s'installe, qui regarde un petit peu comment faciliter l'accès au crédit, comment faciliter aussi la notion de normes. Quand on parle de logement abordable, en Italie, c'est pas pareil qu'en France. Donc, est-ce que l'organisation des politiques publiques en France, que on a besoin du local, bien évidemment, pour les marchés, pour les observatoires, pour l'organisation après au niveau national, pour les règles à édicter au niveau local. L'Europe aujourd'hui a l'air de s'intéresser au sujet, y compris peut-être pour l'accès au crédit. Bon, après, je peux peut-être rêver à travers les FEDER qui sont pas pour le logement privé, à travers la BEI, mais peut-être que on va avoir du bon sens, et puis peut-être aussi qu'on va arrêter de surtransposer les règles européennes. Ça, il y en a marre, quoi, sans arrêt. On veut être plus blanc que blanc, et on arrive après, au dernier moment, à se dire, tiens, le coefficient du DPE, il est plus bon au niveau de l'électricité, on va réajuster alors qu'on n'en demandait pas tant au niveau européen. Donc, ça impacte le moral.
des entreprises, mais ça impacte le moral aussi des citoyens, qu'ils soient locataires, propriétaires ou copropriétaires ou investisseurs. Et donc, du coup, ça impacte le comportement de chacun. Voilà. Donc, il est quand même urgent d'avoir du courage politique. Il est urgent de se dire, allons peut-être dans un compromis, même si on n'est pas d'accord, parce que c'est l'intérêt général. On parlait de démographie, on parlait de loger des gens. Là, en ce moment, le logement étudiant, c'est une catastrophe. Tout le monde en parle. Tout le monde partage le même constat, quelle que soit la couleur politique. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour finalement se dire que le logement, c'est une priorité nationale, c'est une priorité nationale pour loger les personnes. Tout ce qui est encadrement, etc., ça n'a pas réglé la question du logement, très clairement. Donc, c'est une priorité nationale et c'est aussi une priorité par rapport aux emplois, le rapprochement, la mobilité. Je vous fais pas l'article, mais aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ce sont des demandeurs de logement aussi pour leurs salariés. Non, mais on marche sur la tête. Donc, voilà. Donc, c'est le courage, et puis peut-être un plan logement, je crois qu'on va l'aborder après, mais le courage, il faut du courage dans l'intérêt général et surtout dans le cadre d'une cohésion sociale dont a besoin ce pays, parce que tout ça, ça part à volo. Ouais. Alors justement, on en reparlera effectivement parce que j'allais synthétiser ça en disant est-ce que c'est pas finalement ce qu'on réclame tous, hein. Je pense à Henri Buzicazo, je pense à Bernard Cadot, je pense à d'autres acteurs aussi, mais il y a un certain consensus au niveau des professionnels légitimes sur la notion de plan logement. Est-ce que ce qui manque, c'est pas finalement avoir un plan moyen terme de logement? Oui, mais chacun doit balayer devant sa porte. C'est vrai qu'on fonctionne tous dans notre couloir de nage avec nos préoccupations de réglementation, de juridique, aussi de marché, alors qu'on devrait peut-être raisonner en filière. Ce qu'on a fait après l'échec de tout ce qui s'est passé avant et les 5 ministres du logement que nous avons eus et les 4 premiers ministres que nous avons eus, il y a 2 ans, on a décidé de faire l'Alliance pour le logement dans notre filière avec les constructeurs, donc la FFB, la FPI, les notaires, les économistes, les architectes, les gestionnaires de biens. Donc on est dans cette Alliance pour le logement et on est capable d'écrire des communiqués, de faire des propositions qui conviennent pas à toutes les pans de cette organisation collective, mais qui est un dénominateur commun sur lequel on arrive à avancer. Donc peut-être qu'un plan logement est nécessaire, mais il faudra que chacun mette un peu de l'eau dans son vin en ce qui fonctionne, ses propres préoccupations, tout ça dans l'intérêt général des citoyens. Oui, Renaud. Je pense qu'au-delà du courage, vous avez raison, hein, évidemment, sur la partie courage. Ce qui manque, c'est des moyens. Quand je parle de moyens, c'est une conseillère logement du président de la République et à l'époque de la première ministre me confiait qu'à Bercy, le logement occupait 1 personne et demie. Donc, on l'a vu dans les conversations autour du statut du bailleur privé, que je salue d'ailleurs. Hein, pour moi, ça a vraiment été un travail remarquable. Ça fait quasiment 20 ans. J'ai le plaisir d'ajouter, qu'on a quand même été plusieurs aussi, notamment. Beaucoup d'acteurs ont été auditionnés. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça fait 20 ans que, entre guillemets, je fais du lobbying. C'est la première fois que j'assiste à un travail de fond, avec l'intervention effectivement de l'ensemble de la filière et avec une véritable écoute de la part de nos interlocuteurs politiques. Parce que le problème du logement, pourquoi je dis ça manque de moyens, c'est que finalement c'est un sujet qui n'est pas suffisamment maîtrisé chez les politiques. Et même dans le cadre des discussions sur le statut du bailleur privé, il a fallu, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, parfois contredire ce que les politiques pensaient. Le logement, comme c'est un sujet dans lequel il n'y a pas suffisamment de temps qui est investi, pas assez de moyens qui sont investis, on se lance des dogmes à la figure et les données sont souvent pas étayées. Et lorsque je m'étonnais du sujet avec toujours cette même conseillère logement, ce qu'elle me disait, c'est que comprenez, Monsieur Cormier, le logement est un sujet de temps long. Lorsqu'on prend des décisions politiques, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles ont un impact au bout de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ce qui n'est plus du tout le temps politique. Elle me disait ça il y a un peu plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, on est effectivement à un gouvernement par trimestre ou par semestre, c'est d'autant plus vrai. Et donc, il faut absolument que ce sujet du logement soit investi par les politiques, que ce soit les parlementaires ou que ce soit dans les ministères. C'est le cas au niveau du ministère du Logement. Il faut absolument qu'à Bercy, des gens
rentre dans le sujet, qu'on évite de sortir des âneries comme on a pu en sortir notamment au moment du CNR, parce que les chiffres dorénavant existent. Il faut simplement faire l'effort de les rassembler, il faut faire l'effort de les analyser, même s'ils plaisent pas, puisqu'effectivement un certain nombre de chiffres peuvent contredire ce que Bercy depuis des années. On a parlé tout à l'heure du sujet effectivement des recettes fiscales. On est monté à 92 milliards de recettes pour 38 d'aides. L'écart le plus important. Et vous avez encore des gens à Bercy qui vous disent le logement coûte, l'immobilier coûte. Oui. Alors, il peut finir par coûter. Sous couvert de la Cour des comptes qui... Mais même la Cour des comptes, dans son dernier rapport, même si Bercy a quasiment réussi même à fait reporter... une sacrée volte-face, quand même. Oui. Alors, pour l'anecdote, le rapport devait sortir en octobre-novembre. Ils ont réussi quand même à le repousser de 6 ou 8 mois, le temps de le caviarder. Mais même caviardé, le rapport de la Cour des comptes qui est sorti l'année dernière, je pense, en juin ou en juillet, après les européennes, parce qu'il fallait attendre que les européennes passent, expliquait que le dispositif Pinel, qui était à l'époque le grand sujet de ce rapport, finalement, n'était pas si mauvais que ça. Bon, je dirais la mort programmée de la Pinel avait été déjà annoncée, déjà actée, donc le rapport n'a pas fait le bruit qu'il aurait dû faire. Mais voilà, on est en train de revenir en arrière effectivement sur tout un tas de dogmes ou tout un tas d'affirmations qui, même si répétées 10 fois, ne sont pas pour autant vraies. Il faut absolument qu'on reste investi sur le sujet de l'immobilier, sur le sujet du logement, que des gens s'y intéressent dans la durée, s'y intéressent sérieusement, parce que c'est 30% aujourd'hui du budget des ménages. On sait ce que le sujet des coûts énergétiques qui doivent représenter 10-12% du budget des ménages ont pu générer avec les gilets jaunes. Si on veut pas l'équivalent à cause de la problématique du logement, il faut absolument se saisir de ce sujet et de s'en saisir très vite parce qu'effectivement, moi je parlais tout à l'heure d'une ornière qui se creuse, mais l'effritement des acteurs, que ce soit évidemment les producteurs, que ce soit les distributeurs, se poursuit et il faut absolument que là, en janvier, on ait, alors à défaut d'un plan logement, déjà des premières mesures très très volontaristes pour inverser la tendance, parce que même lorsque ces mesures seront prises, pour ce qui est de la construction neuve, c'est des cycles, hein. On va mettre 12, 18, 24 mois à en voir les effets. Voire plus en ce qui concerne la promotion. Mais il faut absolument... Non, parce qu'il y a quand même un peu de stock qui peut être assez rapidement remis sur le marché. Je rappelle que 25% des opérations lancées par les promoteurs ont été abandonnées au premier trimestre dernier et sans doute au deuxième. C'est des opérations où je pense qu'ils n'ont pas acheté les permis. Donc si on retrouve des conditions de pression et de température plus favorables, on peut relancer les choses un peu plus vite. Mais ça prendra de toute façon du temps. Maintenant, on ne va pas attendre parce que ça va prendre du temps. Parce que plus on attend, plus ça en prendra. Mais c'est urgence. Et là, les parlementaires ont un rôle clé à jouer, puisque quelle que soit la composition politique ou quel que soit le gouvernement, les parlementaires ont leur mot à dire dans le cadre d'un PLF. Si c'est porté de manière transpartisane, on a une chance que ce sujet sorte. Il faut absolument qu'on soit tous très acteurs de ça. C'est pour ça que je parlais plutôt de blocage éventuellement politique, parce qu'il peut y arriver un moment où on a des effets de dogme qui sont portés par tous des groupes, entre guillemets, par rapport à ça. Mais je vais rebondir, je vais laisser passer la parole à Steve, parce que le sujet justement de ces coûts, de ce plan logement, de ces cycles, tu parlais de 18-24 mois. Moi, avec tout ce qui se passe dans le collectif, avec les recours, etc., même si on a essayé d'allonger, moi je suis sur des cycles que j'estime plutôt entre 36 et 48 mois. Ça pour la promotion. Pour la construction de maisons, on va un peu plus vite, mais je vais vous faire sourire. Je mets plus de temps à administrer mon terrain, mon projet, qu'à le construire. On peut aller plus vite en construction parce qu'on a des systèmes constructifs, on a mis maintenant des systèmes qui nous permettent, en travaillant avec des artisans, d'aller aller vite, bien, quelque part. Hein. Quand je dis vite, c'est aller bien, que ça permet d'avoir une meilleure rotation pour nous et nos clients sont plus vite dans leur maison et ils sont heureux notamment l'industrie bois, on divise par 2 le temps de construction. Néanmoins, notre temps administratif, il est très long parce qu'il y a encore une fois un permis. Alors, je parlais tout à l'heure de confiance, de défiance. Moi, j'ai envie qu'ils nous fassent un peu plus confiance. Quelque part, on a un permis qui est très lourd. Et on a un zèle un petit peu administratif parce que bien sûr on va avoir des inspecteurs qui vont éplucher et quand ils sont un petit peu débordés, ils font des recours ou ils font des demandes de modifs. Donc quelque part notre temps administratif est très long, notre client il comprend pas, son offre de prêt elle va courir, donc quelque part il va aussi perdre un temps économique sur quelque chose de tout simplement c'est du papier et on nous fait pas confiance. On parlait tout à l'heure aussi de visibilité. Je pense que plus que le courage, c'est aussi
de laisser un temps long. On parlait du temps long sur l'immobilier, mais c'est bien de nous donner la lisibilité. Dire voilà, ce qu'on compte faire avec vous, vous avez un certain temps, vous mettez autour de la table et vous nous trouvez des solutions. On parlait de la réglementation environnementale, elle est très bien, mais il ne faut pas revenir tous les 5 minutes dessus. Sur les DPE, sur les classifications F et G, sur MaPrimeRénov', on met quelque chose en place. Alors oui, il y a eu de la fraude, et tant mieux si certains non-professionnels se fait taper sur les doigts, mais il ne faut pas arrêter ça sous 15 jours en disant allez, stop, on arrête tout, et on se revoit en septembre, on verra bien ce qu'on peut proposer. Enfin, en septembre, avec 13 000 dossiers possibles, il y a 90 000 dossiers qui sont dans les tuyaux. Hein, j'étais avec des gens qui sont bien placés pour le savoir, et ils vont ouvrir, là c'est le 30 septembre, je crois qu'ils ouvrent, dans la journée, ça sera blindé. Hein, donc, ça sera blindé, et il y a 66% des ménages qui auraient pu faire une rénovation énergétique qui ne peuvent pas le faire parce que c'est vraiment, je parlais tout à l'heure du coût des matériaux, oui, la rénovation énergétique coûte de l'argent. C'est pas en saupoudrant avec quelques éléments qu'on va pouvoir arriver à faire une rénovation assez globale du parc de logement qui est nécessaire. Alors c'est pas qu'ils étaient mal conçus, mal produits précédemment, mais on a aussi un contexte climatique qui fait que si on travaille pas le confort d'été, il devient encore plus prédominant que le confort d'hiver. Donc il faut le prendre en considération, ce qui n'existait pas encore peut-être il y a une trentaine d'années. Donc il faut absolument donner des moyens, encadrer, pourquoi pas, mettre des certifications, faire travailler intelligemment les artisans avec les constructeurs rénovateurs. Maintenant, il faut aussi donner une lisibilité pour qu'on puisse nous organiser nos entreprises, travailler mieux, mais travailler sur un temps long et pas des coups je vous fais de ceux qui font la voile et on sait très bien que si on met un coup à gauche, un coup à droite, bah, on va pas exactement, on met plus de temps, on lutte contre les courants et les vents, tandis que si on nous donne une lisibilité, un plan, peut-être sur quelques années, on sera plus efficient. Oui, et puis comme tu disais, je reviendrai 30 secondes là-dessus, on parlait de temps long, c'est aussi pour pouvoir permettre aux entreprises de s'organiser, y compris financièrement là-dessus. T'évoquais les disparitions d'entreprises ou les défaillances. Enfin, c'est des groupes aujourd'hui régionaux. J'en ai en tête un de Lyon qui est tombé il y a pas longtemps. Ouais, mais on peut aussi parler il y a pas si longtemps d'un gros acteur historique sur la maison préfabriquée, etc. Et d'autres. Et aujourd'hui, même les acteurs de la gestion ou de la promotion, des grosses enseignes nationales qui se sont libérés de certains départements. Donc, tu parlais d'hégémonie, mais oui, aujourd'hui, on repart avec quoi parce voilà. Et encore une fois, c'est quand même on délocalise pas nos productions, on travaille avec les entreprises, c'est national. Donc on n'a pas d'alternative aujourd'hui de grands géants qui viendraient faire une production de logement et ça serait au détriment de la qualité. Nous on connaît notre métier, alors nous on se présente toujours comme des épiciers parce que quelque part on n'est pas des grands promoteurs, constructeurs. Si on est bon, on est des épiciers, on arrive vraiment à s'adapter au foncier, aux dispositions, à l'environnement climatique également de nos maisons. Donc quelque part, il nous faut aussi avoir des vrais professionnels. Donc c'est pour ça qu'on milite aussi pour qu'il y ait une certification plus forte. Vous savez que sur le contrat, il y a un contrat de construction, mais il n'y a pas de contrat de rénovation. N'importe qui peut faire sa rénovation. Les contraintes sont différentes. Donc il faut aussi qu'on puisse travailler pour avoir sur des filières, dispositif un peu plus établi, pour que chacun se lance pas dans une rénovation et qu'on ait dans quelques années, encore une fois, des mauvaises qualités de rénovation ou de construction parce que les gens ont fait n'importe quoi. Et qui dit filière dit formation dit un cycle de 2-3 ans, etc. On repart. Stéphane, on a effleuré tout à l'heure le sujet des taux d'intérêt qui sont quand même très influents. On l'a vu dans les vagues aussi bien d'ailleurs de stress. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne ne gère et ne jugule l'inflation que par le sujet des taux d'intérêt, mais en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont surtout fait passer comme message. Aujourd'hui, les taux d'intérêt. Alors, je reparle pas une fois encore de ces taux absolument incongrus, 0,95 sur 20 ou 25 ans il y a 3 ans. On savait que c'était totalement incohérent avec le sujet du marché. Le taux d'intérêt, tu disais, et c'est pas forcément la contrainte. Ce qui est intéressant, c'est de le rapporter. Alors, avec l'inflation d'une part, et deuxièmement, c'est avec le pouvoir d'achat des emprunteurs sur une transaction. Le taux d'intérêt, c'est pas un sujet maintenant. Ça l'a été au moment où brutalement il est passé de 1 à 4. Ça l'a été. Ça a contraint lourdement. Et dans le même temps, on a une perte du pouvoir d'achat avec une augmentation des matières premières, ce qui a augmenté le panier moyen. Normalement, quand on allait faire ses courses, au lieu de 100 balles, c'était 130 ou 140, quoi. Donc ça, on a perdu. Tout à l'heure, je voudrais revenir sur est-ce que c'est dogmatique, économique ou politique. Les trois, mon général, mais c'est dogmatique principalement.
principalement dogmatique. Et c'est l'écologie. Alors que l'écologie, elle fait consensus. Moi, je suis acteur de l'immobilier. Je travaille pour les 3500 personnes qui sont dans le réseau. Je pourrais vous dire qu'en tant qu'acteur immobilier, plus vous compliquez la situation, et mieux c'est pour nous, de façon cynique. Mais la réalité, j'ai que 3500 personnes qui logent leurs enfants, qui se logent eux-mêmes. On a parlé des monoparentaux aujourd'hui. On parle aussi de l'intergénérationnel. Je voudrais qu'on loge nos étudiants. Donc, je comprends pourquoi, de façon écologique, ce soit dogmatique, parce que 25% des gaz à effet de serre, je crois, sont fournis par le bâti. Donc c'est ça, c'est de là d'où vient ce blocage. Il nous faut débloquer. Est-ce que c'est vraiment la maison individuelle ou l'appartement individuel qui est responsable de la totalité? Quand je vois ce qui se passe sur des locaux industriels, des zones... C'est la donnée fiable. Tout le monde, ça fait consensus l'écologie. Tout le monde veut aller vers plus de verre et moins de déperdition de chaleur dans le bâti. Tout le monde veut aller vers ça. Tout le monde veut aller vers la rénovation. C'est une économie, pas une contrainte dans l'absolu. Donc c'est pas vraiment une contrainte. Il nous faut libérer aujourd'hui le logement. Tu le disais tout à l'heure très bien, Steve. C'est la réglementation qui pollue et l'accompagnement fiscal pour pouvoir construire plus, pour pouvoir loger nos gens. On parlait de démographie tout à l'heure et on disait, tu disais les monoparentaux, mais on prend pas en compte aujourd'hui les flux migratoires. À aucun moment, seulement on les loge les gens dans l'absolu. Le logement social, il est complètement en panne. Aujourd'hui, la production, que ce soit de maisons ou d'appartements, c'est aussi en panne. Donc le vrai sujet aujourd'hui, il est celui-ci. Les taux d'intérêt aujourd'hui, 4%, j'ai envie de te dire, moi j'ai emprunté à 18 il y a très longtemps. Donc c'est pas un sujet maintenant. C'est pas un sujet maintenant. C'est le rapport de la capacité d'endettement. C'est ça le vrai sujet. C'est la capacité d'endettement. Et tu parlais du HCSF tout à l'heure. Le HCSF, à ce moment-là, qui libère un petit peu les conditions d'octroi. Alors c'est vrai que les conditions d'octroi, elles protègent aussi les ménages les plus faibles, mais il peut le libérer pour des gens qui gagnent plus de 5 ou 6 000 balles par mois, tu vois. C'est pas 35. C'est le reste à vivre qu'il faut. Oui. Et ça, on a un vrai sujet. Et c'est toujours dogmatique. Et ça bouge pas. Alors je veux bien qu'on mette des patchs un peu partout, mais il faut d'abord avoir une politique et c'est là, ça devrait faire consensus à l'Assemblée, c'est loin d'être le cas. Ça devrait faire, c'est comment on va habiter ensemble demain. Et ça, il n'y a pas, pour moi, le logement, c'est régalien. Tu le disais, après manger, c'est habiter, quoi. Ah bah, dans la pyramide de Maslow, c'est capital. C'est comme ça que Trump, il a gagné, hein. Kamala Harris, elle parlait de wokisme, et Trump, il a dit, est-ce que tu habites bien, est-ce que tu bouffes bien, est-ce que tu te sens en sécurité? Voilà, il a gagné les élections présidentielles. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt, déjà, à voir ça sous cet angle-là, et deux, si le dogme se lève, comme je vous l'ai dit, l'écologie, elle fait consensus. Si le dogme se lève, il faut savoir que économiquement, ça peut devenir une très très bonne nouvelle d'accélérer un peu le logement. Bah, de toute façon, l'écologie, elle est aujourd'hui, elle est intégrante de la vie politique et économique de tous les pays, parce qu'on y est confronté, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et aujourd'hui, oui, c'est bien qu'elle pénètre. L'écologie, c'est une conscience. Mais il faut pas que ça devienne un dogme politique, etc. Ok. Alors, je reviens un peu avec Daniel sur les éléments dont on parlait tout à l'heure. Alors, sur les taux d'intérêt sur l'Europe, je suis pas très confiant parce que je m'aperçois que j'ai un gouverneur de la Banque de France qui finalement répond aussi aux aspirations du ministre des Finances et du président de la République. Et l'idée, c'est pas de libérer le robinet du crédit, et on prétexte souvent l'endettement des ménages. D'où la notion de proportionnalité et donc le reste à vivre. Mais en l'occurrence, on a quand même des choses qui sont apparues ces derniers temps. La transformation des locaux professionnels qui sont plutôt avec une bonne écoute, en tout cas une bonne audience, la réduction des règles du DPE, le report de certains éléments sur sur le PTZ, l'avènement du bail à réhabilitation qui vient aussi, etc. Est-ce que tout ça, on peut les qualifier de patch comme on évoquait, ou est-ce qu'il y a quand même, est-ce que c'est pas parce que le ministère du Logement essaye de faire à sa modeste mesure la part et de construire quelque chose? Oui, bien sûr. S'il y a des mesures dispersées, c'est qu'il y a impossibilité à avoir une vraie stratégie sur le logement. Donc, effectivement, le ministère a fait ce qu'il a pu.
Convaincre Bercy, ça, il y a quand même une difficulté. Nous, par exemple, dans le logement privé, on dépend de Bercy, bien sûr, on dépend du ministère du Logement, on dépend aussi du ministère de la Justice. Hein. Donc tout ça cohabite pas forcément bien ensemble. Des fois, on dépend aussi de tout ce qui relève de la politique de la ville. Ça agit pas tout à fait dans le même sens. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus sur les taux d'intérêt? Bien sûr, c'est important, et d'ailleurs merci pour l'invitation, parce que le rôle des courtiers est essentiel, c'est un maillon essentiel, parce que le financement, que ça soit pour des travaux, que ça soit pour de l'accession neuf ou ancien, le financement c'est complexe, et donc quand il y a des gens qui font preuve de pédagogie ou qui alertent sur telle et telle difficulté dans l'accès au financement, c'est quand même utile. Oui, je sais pas. Non, mais où est-ce que vous voulez en venir? Parce non, mais c'est pas. Voilà, les mesures. Je cherche on n'y à arrive provoquer. On n'y arrive pas. Je parlais de l'Europe parce que l'Europe, pour moi, était à un moment donné un exemple de compromis, de nécessité de compromis. Couche supplémentaire aussi. Tu l'as redit aussi tout à l'heure, une couche supplémentaire. Ah ben une couche supplémentaire. Alors là, tout ce qui est la simplification, l'harmonisation, ça aurait été un intérêt sur l'harmonisation. Sur la simplification, il est urgent de simplifier, mais comme disait, je ne sais plus quel ministre des Finances, je crois que c'est Olivia Grégoire, simplifier c'est compliqué, d'accord, mais bon, simplifier il faut le faire, il faut le faire. C'est compliqué ou c'est compliqué ER? C'est compliqué et je pense. Voilà. Mais in fine, c'est compliqué ER, je pense. Bon, on parlait du statut du bailleur privé. Il ne faut pas oublier que ce qui existe aujourd'hui, ce n'est que sur le flux, ce n'est pas sur le stock. Or, les logements qui existent aujourd'hui existeront encore en 2050 quand on aura le problème de la décarbonation. Donc ça, c'est un ensemble. Donc comment agir, je sais pas, il faut du courage. Je suis tout à fait d'accord sur le dogme, parce qu'on s'attaque à des symboles. D'ailleurs, là, en ce moment, on parle de quoi? Taxer la propriété, réencadrer encore plus. Je dis pas qu'il faut pas toujours du réencadrement. On parle que de ça. L'IFI, voilà, c'est les totems. Voilà, il y a des problèmes de totems. La seule chose qui coûte dans ce pays, c'est l'État. Et on s'attaque à ça. Donc on s'attaque à des symboles. Nous, on n'est pas oracle, hein, on ne sait pas trop comment ça va se passer dans cette démocratie. Mais en tout cas, on n'arrive pas à ça. On est omniprésent sur des symboles. Oui, je vais en rajouter une couche parce que vous avez forcément été réactif à ce sujet-là. C'est la publication de l'étude de l'INSEE sur le nombre de mètres carrés occupés par habitant, où on commence. Alors effectivement, l'INSEE s'est défendu d'être commandé, piloté par rapport à ça, mais on voit bien que cette publication, elle n'est pas anodine dans un contexte où on essaye de justifier, entre guillemets, un blocage du logement. Et récemment, on entend parler d'encadrement du foncier aussi. Hein. Voilà. Oui, alors, mais on libère le ZAN d'un côté. On encadre le foncier de l'autre. Il y a la taxation c'est compliqué quand même, hein. Sur l'habitation, etc., qui revient aussi de temps en temps, un peu comme le monstre du Loch Ness, etc. Donc voilà. Renaud, tous ces éléments-là, toi, sur l'investissement locatif, enfin, je veux dire, le client investisseur qui a des fonds aujourd'hui, alors on a une bourse qui a 8000 points, on a des taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont, mais voilà, il est sensible à ces éléments-là où il se dit non, j'attends vraiment, parce qu'en fait, c'est ça, vous parliez de confiance, mais c'est l'attentisme aussi derrière. On ne sait pas à quelle sauce on est mangé. Très clairement, dans les AG, on n'a pas voté les travaux là en juin, parce qu'il était, voilà, rien n'était complet. Il est sensible à ces problèmes d'instabilité. Oui, il est sensible aux problèmes d'instabilité. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Tu dois le constater. Les logements FFG, quand ils n'ont pas de projet ou qu'ils se trouvent que ça va être compliqué pour les héritiers, ben, ils vendent dans l'État. Voilà, on est d'accord. Oui, on est d'accord, évidemment qu'on est d'accord. Et aujourd'hui, le ralentissement de l'accélération du début d'année, le ralentissement de l'accélération, elle est belle celle-là, aujourd'hui, il est dû à l'incertitude politique, géopolitique et politique. C'est un bouchon. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas tout de suite derrière. Si on a des bonnes nouvelles, le 8 et le 10, si derrière ça se maintient, si on a des bonnes nouvelles derrière, on n'est pas à l'abri d'avoir une accélération sur le mois d'octobre et le mois de novembre en termes de transactions et de projets qui se mettent en route. Donc là, aujourd'hui, il y a un attentisme, parce que déjà, il y a une sanction depuis déjà 1 mois et demi. On nous parle de cette sanction du 10 octobre. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un attentisme. On le sent beaucoup dans les agences, mais les projets sont là quand même. Hein.
Oui, alors Renaud, donc je reviens sur tes investisseurs, tes clients investisseurs. Nous, dans l'immobilier direct, on aimerait bien voir un ralentissement de l'accélération, voire une décélération de la décélération, mais pour le moment, c'est sûr que le sujet de la confiance est là. Ouais. Tout le monde évoque le fait que l'épargne des Français n'a jamais été aussi élevée. Je rappelle que l'investissement immobilier dans le logement locatif intermédiaire neuf, c'était des flux de 10 milliards par an. Les 10 milliards sont sans doute devenus 2-3 milliards. Les SCPI ont collecté jusqu'à 10 milliards. Donc, en période de taux bas, nous étions sur 20 milliards consacrés chaque année par les Français dans l'investissement immobilier, que ce soit en pierre-papier ou que ce soit dans l'immobilier direct. Les 20 sont devenus 6. Donc c'est quand même bien la preuve que malgré tout l'amour que les Français portent à l'immobilier, lorsqu'ils n'ont pas de perspective, lorsqu'ils n'ont pas de rentabilité, lorsqu'ils n'ont tout simplement pas confiance dans le fait que l'équation de départ puisse durer, ils arrêtent d'investir, ou en tout cas ils investissent ailleurs, ou ils n'investissent pas, ils épargnent. Aujourd'hui, j'ai été obligé de réexpliquer à un prof d'économie de la Sorbonne l'autre jour qui me redonnait comme argument le fait qu'il était quand même urgent de rediriger l'épargne des Français vers l'économie réelle. Je lui dis, mais attendez, on parle de 10 milliards. À l'époque, l'investissement dans le logement locatif intermédiaire, c'est 10 milliards. Ils n'avaient pas en tête que l'épargne annuelle des Français sur durée longue, c'était de l'ordre de 75 milliards, et que le stock d'épargne financière des Français, c'était 5 000 milliards. Bon, ça m'a fait plaisir de donner une leçon à un prof d'économie de la Sorbonne. Donc je lui dis, je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de rediriger les 5 000 milliards. Il y a une binoire d'un côté, au lieu d'essayer de détourner les 10 milliards qui déjà allaient dans le logement locatif intermédiaire. Sachant que, autre dogme, les gens qui font du logement locatif intermédiaire dans le neuf ou dorénavant dans l'ancien rénové, ne sont pas des gens qui arbitrent un patrimoine. Ce sont des gens qui, pour la très grande majorité d'entre eux, épargnent pour se constituer une retraite, épargnent pour financer les études de leurs enfants. Pour payer le crédit. En gros, épargnent parce que eux ont compris qu'effectivement l'État-providence était en train de disparaître. Mais on n'est pas en train de dire à des gens déplacer des sommes d'argent que vous avez à tel endroit pour les mettre ailleurs. C'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens qui ont des patrimoines importants, les gens qui sont soumis à l'IFI, ne font pas d'immobilier direct. Ils font d'autres types d'investissements parce que malheureusement, le cumul de la fiscalité est trop importante pour le faire. Donc, il faut absolument effectivement donner du temps long. C'est l'un des grands intérêts du statut du bailleur privé. J'ai envie de dire, quelle que soit la forme dans laquelle il pourrait atterrir, la première victoire serait qu'un statut existe, qu'on reconnaisse le rôle d'agent économique aux particuliers, parce que je dirais, on sort d'une logique de dispositif où en plus le particulier a l'impression de profiter d'un petit cadeau fiscal qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui va s'arrêter. L'idée du statut, c'est de réformer la fiscalité du particulier et de l'inscrire dans la durée comme le LMNP est inscrit dans la durée depuis, je crois, 1948 si je ne me trompe pas. Bon, donnons un cadre qui soit durable, qui sera forcément optimisable, qui pourra être... je dirais, ajusté dans le temps. Je veux dire, si demain les taux d'intérêt redescendent par miracle à un point, ce qui n'est peut-être pas pour demain étant donné l'état de nos finances publiques et le coût de refinancement des banques dans la durée, peut-être que si, entre guillemets, les conditions de l'équation deviennent trop favorables, on pourra toujours modifier, mais que le cadre existe, et c'était tout l'enjeu du logement après l'annonce que le 8 septembre allait devenir une épée de Damoclès, c'était de dire on doit absolument accélérer pour que ce sujet du statut du bailleur privé, on arrive à mettre le pied dans la porte pour que dans la durée, on puisse éventuellement l'améliorer, on puisse éventuellement l'optimiser, et donc on a besoin que ce statut sorte, et ensuite on aura du temps, et les investisseurs aussi, les acteurs, pour éventuellement l'adapter, éventuellement l'optimiser. Mais pour le moment, il n'y a rien. Donc il n'y a rien et il n'y a même pas la confiance et donc il n'y aura pas de miracle. Quand il n'y a rien, la nature ayant horreur du vide, il y a des grandes plateformes qui se mettent au milieu et puis on voit des gens qui commencent à louer leur maison, puis après leur piscine. On va louer quoi maintenant? Leur bateau, sa chambre, bateau flottant à La Rochelle. Parce que ils se disent c'est mon petit complément. Alors plutôt que d'avoir quelque chose d'organisé,
qui rentre effectivement dans un patrimoine. Et lorsqu'on loue quelque chose, c'est aussi une confiance, une maison, un appartement qu'on va peut-être transmettre demain, et ça soit pas un bien où on voit passer effectivement des grandes plateformes qui profitent de ce vide, parce qu'il n'y a pas de courage. Alors on va essayer de taxer, on va interdire, on va mettre mais c'est des palliatifs là complètement, mais des pansements sur des jambes de bois. Il faut peut-être se remettre un peu de protectionnisme et se dire, faisons confiance à des professionnels, que ce soit de la gestion immobilière, que ce soit de l'agence de location ou immobilière que de la production de logements, faisons en sorte que nos Français soient fiers d'investir pour eux et pour quelque part se sentent protégés par les professionnels. Se protéger, tout à fait. Oui, Stéphane. Sur ces deux sujets, il y a un autre dogme. Et pour le coup, dans les milieux autorisés, on a sur 100% de l'investissement en France, les 2/3 sont de l'investissement immobilier. Le président, il a volonté, et je crois qu'il s'en est pas caché, clairement d'inverser cette donnée, d'avoir l'investissement dans l'économie réelle, les 2/3 de l'investissement en France. Donc ça, c'est une volonté. Donc avant que ça descende en bas et qu'on ait des levées de nos freins, il va se passer un peu de temps. Et c'est pour ça qu'en tout préambule, je vous disais, même si j'aime être optimiste tout le temps, là, pour le coup, pour ce sujet-là, je le suis au moins jusqu'en 2027. Alors, je rebondis justement sur ce que tu viens d'évoquer, la notion des statistiques. Alors moi, je ne sais pas comment vous faites. Moi, il y a un truc je suis obligé, à chaque fois que je publie, et je publie régulièrement sur des chiffres, j'essaie d'être le moins faux possible, et donc je recoupe plein d'informations. Alors, de votre côté, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est quoi? On a les notaires qui annoncent des chiffres, on a l'AFNAIM ou d'autres organisations professionnelles qui annoncent d'autres chiffres, on a la Banque de France, le ministère de l'écologie aussi, il va de son petit sujet, etc. Enfin, moi, j'ai des écarts parfois qui peuvent être de quasiment. On est là, on dit 850 000 à peu près cette année. Enfin, il y en a qui parlent quand même déjà de 940 000. Non, mais 850 000, ça me paraît déjà bien. 850 000. Non, mais nous aujourd'hui, c'est 940 000 là, qui sont annoncés. On voit, ce sont des tendances sur les volumes que nous faisons. Alors, on voit les transactions des autres. Nous, j'ai la chance d'être dans un groupe qui a 5 groupes pour le coup, le groupe Arche, dans lequel on compte Citia, La Forêt, Century 21, Nestem. Donc déjà, la donnée, elle est quand même assez solide, assez compilée, et représentative. Elle reste néanmoins une tendance. Tant qu'on n'a pas l'arrêté des notaires, une fois que toutes les transactions sont posées, qui sont enregistrées, on peut pas donner un chiffre précis. Donc on donne des tendances qui nous intéressent, nous, et notamment avec l'Observatoire Guy Hockey, qu'on publie tous les mois et tous les trimestres de façon générale, sur les régions et par région. On le fait, c'est une tendance. Ce ne sont à aucun moment des chiffres précis, on vient dire nos sources, et c'est une tendance. Et la tendance, elle nous permet de nous projeter. Mais évidemment que les chiffres arrêtés sont les seuls chiffres arrêtés sur les chiffres des notaires. Alors, toi, sur le neuf, il y a les permis autorisés, les mises en chantier, les livraisons, les ventes. Alors, on prend les permis autorisés, puis il faut extraire quand même les extensions. Oui. Parce que c'est une création de mètres carrés, mais c'est pas un nouveau logement forcément. Donc nous, on prend les chiffres Citadel et on les retraite en interne pour avoir notre propre indicateur. On a un institut de marketing qui recense effectivement aussi les données des constructeurs, mais qui peuvent déclarer un peu ce qu'ils veulent. Après, on tire un trait, on arrive à voir, pour donner des chiffres à peu près ce qu'on a pu avoir. L'année dernière, c'était 50 000 maisons. Alors, sachant que dans les 10 dernières années, c'était plutôt 120 000 en moyenne par an. 50 000, là, on voit un peu la profondeur de quand ils ont voulu arrêter un prêt à taux zéro, balayer du revers de la main en disant ça sert à rien. Vous avez vu, vous avez essayé, ça marche pas. Là, on repart sur une conquête. On va aller plutôt vers un 70 000, qui est peut-être le point qu'il faut atterrir. On parlait tout à l'heure effectivement de surproduction de maisons. Moi, on est tout à fait en phase. On peut pas revenir sur les 200 000 ou 250 000 des années 80 où c'était à foison et dans tous les sens. Qu'on est sur un peu plus de justesse. Mais à 75-80 000, on participe à la création entre la promotion, la rénovation et la construction. On revient. Donc voilà nos deux indicateurs. La FFB s'arrête dessus, les permis autorisés et les indicateurs des constructeurs qui déclarent leurs ventes.
Toi, quand tu parles de ça, t'es axé sur quoi? C'est sur les RESA au niveau des GESPAT? En fait, on croise plusieurs infos. Notre indicateur... Rassure, je suis pas le seul. Non, mais notre indicateur le plus avancé, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le labo de l'investisseur, puisque ça repose sur Top Invest, qui est un peu l'outil de place en termes de simulation, que ce soit dans les banques, que ce soit chez les conseillers en gestion de patrimoine, chez les agents immobiliers qui font du neuf et autres, 10 000 utilisateurs. Donc là, ça nous donne quand même une bonne base quand même d'analyse. Ensuite, effectivement, il y a les chiffres que la FPI publie de manière trimestrielle, il y a les chiffres que publie l'INSEE. Il y a tout un marché quand même qui se développe dans l'investissement locatif, qui est celui de la rénovation de l'ancien, que ce soit les dispositifs de Normandie ou Malraux MH, qui sont des plus petits marchés et pour lesquels, pour le coup, on conduit un peu plus dans le brouillard parce qu'il y a très peu de données disponibles. Bon, il se trouve que les acteurs sont aussi moins nombreux, donc en échangeant et en collaborant, on arrive à peu près à trianguler des chiffres. Bon, maintenant, dans le contexte actuel, de débattre à quel point les chiffres sont mauvais m'intéresse un peu moins que d'essayer de renverser la tendance. Mais voilà, je pense que le sujet des chiffres, non, je le dis avec une petite pointe une petite pique parce que c'est parfois un des arguments de Bercy d'expliquer que comme on n'a pas les chiffres, c'est une bonne raison de ne pas faire et ça permet de raconter n'importe quoi. Donc c'est à la fois important. Maintenant, les moyens sont pas mis pour le moment côté. Enfin, Bercy a des données, par exemple, qu'il refuse depuis des années de partager avec le logement. Bon, c'est hallucinant. Je vais alimenter ton propos. Sur un sujet aussi important, qu'on en soit à des cachotteries de ce type. Alors, je dirais, ça ne surprend pas tout le monde, mais on est quand même sur un sujet régalien. Le sujet est grave. C'est pas le moment ce serait le moment éventuellement d'arrêter des chicayades. Mais je pense que pour partie, c'est parce que ce que les chiffres disent ne plaît pas. Et malheureusement, on le sait sur le sujet du logement, comme le dogme gouverne un certain nombre de pensées, on préfère ne pas sortir les chiffres que de vouloir reconnaître que les chiffres contredisent ce qu'on explique depuis des années. On parlait de courage tout à l'heure. Le premier courage d'un certain nombre de personnes aujourd'hui, c'est sans doute d'admettre qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort lorsqu'ils ont pensé qu'arrêter le prêt à taux zéro n'aurait pas d'effet. Ils ont eu tort lorsqu'ils ont dit que la Pinel coûtait. Ils ont eu tort quand ils ont dit qu'arrêter la Pinel n'aurait pas d'effet, que le marché allait s'autoréguler. Ils ont eu tort quand il fallait seulement 200 000 logements par an. Ils ont tort quand ils pensent que les 3 millions et quelques de logements vacants peuvent tous être mis sur le marché, ce qui veut dire qu'on fait totalement abstraction de la vacance frictionnelle entre deux occupants. Enfin voilà, si on devait faire la liste des conneries qui ont été sorties sur le sujet du logement, on n'arrêterait pas. Par contre, côté chiffres, effectivement, il faudrait réussir à un moment donné à ce que les chiffres ne sortent. Ils existent aujourd'hui. Personne ne peut croire que on ne sait pas objectivement aujourd'hui compter un certain nombre de choses. Après, c'est une question de volonté politique et de courage de le faire, y compris si ça contredit ce qu'on dit depuis des années. Il vouloir l'entendre. Oui, j'attends les comptes du logement. Puisque les comptes du logement chaque année sont ceux qui sortent et qui nous disent si c'est 92 milliards de recettes, 38 millions d'aides, ou si ça devient comme 2023, 88 versus toujours 38. Cette année, on va être quoi, 80-38 ? Je rappelle que sortie de crise 2009, c'était 56 les recettes de l'immobilier. Donc si on passe de 92 à 56, c'est pas 40 milliards qu'il faut aller chercher, c'est 40 milliards plus ça. Plus la différence. Oui, bien sûr. J'ai reçu mes taxes foncières, ça va, elles continuent d'augmenter. Donc ça, oui, non, mais ça, c'est sûr que les collectivités territoriales, de toute façon, on peut pas non plus leur jeter la pierre. Il faut aussi qu'elles équilibrent leur budget et on leur donne de plus en plus de contraintes. Mais c'est ça, on leur donne de plus en plus de contraintes. Elles peuvent aussi réduire un peu leur nombre de fonctionnaires, mais oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais pour les histoires de bases de données, tu disais, il y a forcément des chiffres. J'en veux un exemple tout récent. C'est la fusion des bases de données Perval et Bien qui ont fait re-rentrer. Alors, tu vas me dire 45 000 opérations, c'est pas ça qui va faire le marché, mais 45 000, ça va servir aussi à justifier des décisions politiques et qui vont peut-être te faire passer de 800 à 850 000 en disant finalement on est dans la moyenne, alors qu'en fait on est bien en dessous de la moyenne, puisqu'on a réintégré les opérations de marchand de biens, mais pas encore Mayotte. Hein. Donc on n'est même pas encore complet. Donc c'est vraiment un sujet où, comme tu disais, Bercy est assez opaque là-dessus, mais parce qu'il est opaque, parce qu'à un moment ou un autre, on a envie de sortir les chiffres au moment où ça arrange de sortir ces chiffres. Je rebondis sur le crédit. On évoquait le sujet des crédits.
Enfin, moi, je suis déconfit. L'année dernière, j'ai failli être en surtension permanente sur les chiffres que la Banque de France produisait sur les crédits, en nous disant finalement, on a eu raison de faire ces sujets des critères HCSF. Vous voyez, on est rentré dans une norme. On produisait, à l'époque, on produisait 9 à 10 milliards par mois. Et on était capable de me dire qu'on allait sortir... Je parle des plus hautes autorités, qu'on avait sorti entre 150 et 170 milliards sur l'année. Je ne sais pas comment, en faisant 12 fois 10, on arrive à 170, mais en l'occurrence, je ne dois pas être assez intelligent. Là, cette année, on est reparti sur du 130 milliards, grosso modo, 130, 135 milliards ou mieux. Donc, je pense qu'il y a un moment, ces transactions sont à rapprocher aussi du panier moyen. On parle de remonter des prix. Je vois pas comment, si les gens ils puisent dans leur épargne, ils font de l'autofinancement, j'en sais rien. T'as quoi, toi? T'as beaucoup de... Remonter les prix, je vais une anecdote. Il y a une personne qui a un immeuble haussmannien avec 20 appartements. Quelqu'un qui est très riche, qui a déjà payé son appartement, et il a fallu rénover l'intégralité de l'immeuble. Et il a dit, non, je rénove pas, je loue plus. Donc il loue plus. Et on dit, mais vous allez perdre des sous. On l'a bien compris. Et il dit non, parce que mathématiquement, les prix vont augmenter. Et c'est une réalité aujourd'hui. Pour les raisons qu'on a évoquées au tout début. Alors, c'est caricatural, ça. Tout bien sûr. J'aimerais avoir ces problèmes, mais c'est caricatural. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas construit. Si on n'a pas construit, mathématiquement, la demande n'arrête pas de croître. Encore une fois, la démographie avance et les flux migratoires de la même manière. Il y a une pression de la demande sur l'offre. Quand vous avez un bien et 5 demandes, le prix monte. C'est mathématique. Donc, la loi, c'est pas un mauvais calcul. Non, mais la loi de l'offre et de la demande, c'est la première heure d'un cours de macroéconomie, mais apparemment, ces cours ne sont pas dispensés partout. Les taxes augmentent aussi. Toutes les taxes augmentent. Oui. Le prix augmente, mais les taxes augmentent. Oui, et puis dans les statistiques, pour revenir encore sur ce sujet-là, j'avais appris, je ne l'avais pas forcément comme information, c'est que quand il y a une vente avec plusieurs lots, en fait, chaque lot fait tourner le compteur. Donc, effectivement... Sur les statistiques, il y a quand même GMBI, gérer mon bien immobilier aujourd'hui, puisqu'on est obligé de déclarer qu'est-ce qui se passe, le prix du loyer, quand il y a une rotation, on est obligé de le déclarer. Après, vous avez aussi le registre d'immatriculation des copropriétés, vous avez quand même des informations sur le parc pour le parc collectif copropriété. Et puis vous avez une tendance. Nous, dans les syndicats professionnels, on a Clameur, c'est un observatoire des loyers sur les baux. Voilà, ce qui permet de lutter des fois contre l'encadrement des loyers au niveau local. Et puis, après, on a des sites comme Bien Ici, qui sont des sites, mais là, il y a même des entreprises. Il y a des tendances. On arrive à avoir des tendances. Il y a des grosses entreprises avec l'open data. Il y a des entreprises. Nous, on travaille avec Licaon, qui est une très très belle entreprise, une start-up, et qu'on aime accompagner aujourd'hui. On travaille avec elle. Elle nous sort des datas qui sont extrêmement précises. Ça fait 2 ans qu'on bosse avec. Les datas, on vient les vérifier avec les vrais chiffres, mais les vrais chiffres pour nous dans le logement, ils arrivent au mois d'avril. Donc en réalité sur les tendances, moi j'ai besoin de tendances pour donner aux agents immobiliers l'envie de se construire pour préparer les sorties de crise, et elles sont de plus en plus rapides, de plus en plus fortes et de plus en plus courtes aussi. Donc je le vois par exemple dans la période de Covid, on était 2 mois fermés et enfermés. On a fait en juin et en juillet les 2 plus gros mois des 30 années de Guy Hockey. Donc, et il y en a qui sont complètement passés à côté et d'autres qui l'ont pris. Donc quand je dis aujourd'hui c'est un bouchon, je reprépare les équipes à ce que ce soit un bouchon et qu'on se construise, que ça se libère. À désengorger. On n'est pas à l'abri de faire l'année sur 2 mois. Monsieur Destop. Donc nous, c'est pour ça qu'on a besoin de tendances et pas de chiffres exactement précis. Aujourd'hui, c'est un réseau qui a 5 à 6% de part de marché, c'est pas significatif. Mais après, pour une politique publique, on se demande comment on arrive à faire une politique publique si on n'a pas des chiffres, des statistiques détaillées. Incontestable. Voilà, pour faire des études d'impact ou éventuellement mettre des indicateurs en place pour voir si la politique est opérationnelle ou pas. Pas sûr qu'ils aient envie d'être contrôlés aussi proprement. Non, on parlait tout à l'heure des moyens qui ne sont pas consacrés au sujet du logement, et c'est notamment un des sujets. Mais effectivement, toute personne qui a la chance de remplir dans sa déclaration d'impôt la section qui concerne ses revenus fonciers a conscience du volume d'informations qui existe aujourd'hui, qui est par définition digitalisé et donc exploitable. Donc
aujourd'hui, il y a des mines d'informations, ne serait-ce qu'au travers de des déclarations fiscales de l'ensemble des concitoyens. Et je rajouterais effectivement les dernières obligations de déclaration Mon bien immobilier, dans lequel on doit déclarer la destination du bien, le nom du locataire. Enfin, il y a plein d'informations. Et donc, effectivement, quand on nous dit, bah oui, mais on ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Non, oui, on n'a pas envie de les voir. Donc, Beaucoup d'entreprises. comme on veut pas voir que la température est pas celle qu'on souhaiterait, on ne regarde même pas le thermomètre. D'accord. Alors, quand j'ai préparé cette table ronde, j'avais envie de vous faire parler de perspectives 2025, 2026. Il y en aura. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une séquence où on est, même les médiums les plus forts, je pense, auraient une boule de cristal bien opaque. Néanmoins, si on imaginait, dans le meilleur des mondes, qu'on arrive à essayer d'avoir un consensus républicain et politiquement responsable par rapport à ça, je mets beaucoup de conditions à la réalisation. Votre vision par rapport à vos équipes, par rapport à votre marché, à votre connaissance, c'est quoi aujourd'hui? Steve, peut-être sur le marché. Toi, tu parlais d'évolution, là, 70 000, 75 000, ça, c'est peut-être. pour le marché. Pareil, j'ai pas de boule de cristal pour mes confrères. Sur notre groupe Hexaom, nous, on a un effet rattrapage très fort. Là, depuis le début de l'année, c'est plus 80% versus 2024, mais qui était l'année la plus basse. Donc, bien sûr, on revient sur un niveau de 2022 pour te donner un peu la tendance. C'est pas le post-Covid 2021 où c'était effectivement parti dans tous les sens, avec les taux très bas. En 2022, nous sommes cohérents aussi parce qu'on a besoin d'artisans pour construire des maisons. Je revenais tout à l'heure, on n'a pas envie de les délocaliser, on n'a pas envie de baisser en qualité, donc on se force, nous, à se dire, restons sur des volumes cohérents. Donc on a une part de marché qui augmente, on est ravis, mais on préférait qu'il y ait une meilleure production de logements que nos parts de marché. C'est pas que ça qu'on gagne notre vie, hein, encore une fois. Donc nous, on est sur ce train-là. Après, le sujet de rénovation, bah, lui, pour le coup, on va pas le lâcher, parce qu'encore une fois, il y a un parc de 27 millions de logements qui continue à augmenter. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande également. Donc là, nous, c'est vraiment les ambitions qu'on va mettre, quelles que soient les tendances politiques qui vont être impactées. Nous, on aura, encore une fois, un suivi des taux d'intérêt. Si ça reste sur des taux autour de 3,5, 4, et les conditions d'octroi ne se renforcent pas et ont tendance un petit peu à s'alléger, avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'effet rattrapage, le bon sens, et j'insiste encore une fois, hein, la valeur pierre, ça peut être une valeur refuge. Justement, parce qu'on se dit, au moins, on est logé chez nous, même si on a fait un investissement locatif, on sait qu'on va avoir un locataire parce qu'il y a tel besoin. Donc, on pense aussi, nous, en interne, qu'il y a un bon sens, que de toute façon, on n'a pas les donnes, on a nos syndicats et toutes les professions qui poussent, et nous, on les alimente en chiffres pour information, on les alimente énormément. Voilà, on sait ce qu'on va faire avec notre organisation sur le territoire. Voilà, on est pas complètement confiant sur 2026, mais on a besoin d'avoir nous-mêmes cette confiance. Si en plus, nous, on commence à avoir la défiance... Si tu la propages pas, ça va être encore plus compliqué. Stéphane? Il va falloir attendre, encore une fois, je vous dis 2027, et puis là maintenant, prochainement, mais nous, ça change pas, on continue de former nos collaborateurs sur plus que le métier de la transaction, c'est-à-dire là, sur la rénovation énergétique, sur le financement, sur l'assurance, donc on forme nos gens pour la sortie de crise, parce qu'il y aura une sortie de crise de facto. Il y en a toujours. À quel moment elle sera? Est-ce qu'il va falloir? En attendant, on préconise, de coffret, de reprendre la trésorerie qu'on a perdue pendant ces 1 an et demi, et se former, de construire ses équipes, parce que ça va repartir. Voilà, globalement, le marché va déjà pas trop mal. Le marché de la transaction, encore une fois, uniquement de la transaction immobilière ne va pas trop mal pour le moment. Donc, on se construit pour l'avenir. On est sur le terrain. Nous, pas plus de boules de cristal. Le message que l'on passe à la fois au sein de la file et vous moi n'êtes pas joueur, au sein des équipes de Non, mais ce que je peux dire avec beaucoup d'assurance, c'est qu'un jour ça ira mieux dans le logement locatif intermédiaire neuf. Je pense que étant donné la tension du marché locatif, il y a forcément un moment où le sujet repartira. Simplement, on ne sait pas quand pour des raisons qu'on a évoquées. Et donc nous, le message, c'est surtout d'expliquer aux adhérents de la file de ne pas faire ou de ne pas miser que sur le logement locatif intermédiaire neuf. Donc aujourd'hui, les gens se tournent vers
si je reste sur le sujet de l'investissement dans l'immobilier direct, le droit commun, le LMNP qui est aujourd'hui représente la majorité des simulations faites par les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, le sujet de la Denormandie que j'évoquais tout à l'heure, qui est un petit marché mais qui est en très forte croissance sur la rénovation notamment des centres-villes de nos villes moyennes. Il rebondit parce que il était quand même assez difficile à identifier jusqu'à présent. Et oui, alors, il était délaissé. Il est en croissance. Il est très récent, personne ne le regardait vraiment, mais on est sur quelques milliers de logements. Maintenant, c'est un marché en croissance et qui, pour des raisons structurelles, devrait continuer de croître. En fait, la clé pour les CGP aujourd'hui, c'est de se diversifier. C'est-à-dire qu'il faut absolument se former à autre chose que la seule Pinel, pour ceux qui ne faisaient que de la Pinel. De toute façon, elle n'existe plus. Donc, il faut savoir faire du Malraux, du MH, du LMNP, du droit commun, du Denormandie. Et puis, évidemment, moi, chez TZIS, nos conseillers en gestion de patrimoine font aussi beaucoup de produits financiers parce que les Français épargnent, les Français ont de l'épargne, il faut trouver des solutions et tant que les rentabilités sont pas suffisantes, notamment dans le neuf, il faut les emmener sur d'autres solutions. Et donc, effectivement, formation, pour le moment, remplace le dogme emplacement. Daniel, on va finir par toi et je vais ajouter, parce qu'on évoquait les perspectives. Moi, je rappelle quand même, et je suis un peu le fouteur de trouble là-dedans, mais je rappelle quand même 2026, on a des élections municipales, 2027, on a des présidentielles, on n'est pas éventuellement à l'abri d'élections législatives entre-temps, ça fait beaucoup d'élections. On sait que ce ne sont pas des périodes en général qui sont favorables à la prise d'initiative. On l'évoquait tout à l'heure. Faire appel à la responsabilité politique des uns des autres, c'est un vœu. Est-ce qu'il sera entendu dans ces enjeux-là? Donc, dans le collectif privé, l'immobilier, c'est local. Les élections municipales, c'est local. Donc, aller porter sa feuille de route, chacun d'entre nous, au niveau local, au niveau des élections municipales, sur le logement, sur l'immobilier, c'est quand même intéressant. Voilà, la période est intéressante de ce point de vue-là. Nous, un syndicat professionnel, ça continue à faire de la veille juridique, à informer nos adhérents, à défendre la profession, à défendre les clients. Donc, on continuera à faire ça, à aller voir les pouvoirs publics pour essayer de peser. Moi, je connais pas, comme on est dans l'impasse, et le titre, est-ce qu'il va y avoir un virage à droite ou un virage à gauche? J'en sais rien. Pas de virage. Pas de virage. mais ce que demi-tour, c'est sûr que de toute façon, vu la perte de temps, il y aura des demi-tours sur des choses. Simplement, il y a des choses qui sont suspendues aujourd'hui au niveau de CMP. Je pense, par exemple, à la loi Gacker. On a important d'Aubresse. On a vraiment important que ça devienne un loi de finances 2026. Gacker, c'est important pour sécuriser les travaux en copro. On a besoin de financement. Parce qu'on est dans un souci de crédit, on a besoin de financement, on a besoin que les banques se réunissent pour... il y a des différentes nouveautés, je pense à l'emprunt global, collectif global en copro pour la rénovation. Ouais. Bon, il faut que les banques s'y mettent, quoi. Voilà. On a besoin de courtiers, on a besoin de financiers, en tout cas, pour pouvoir conserver le patrimoine. Avant tout, améliorer la qualité du patrimoine et évidemment le rénover parce que l'ancien, c'est quand même important. Le neuf, c'est important pour loger des personnes qui vont libérer des logements anciens. Mais voilà, donc nous, on va continuer. Il faut porter la bonne parole. Les municipales sont une opportunité aujourd'hui d'un point de vue local, je dirais. Après, on verra. Écoutez, merci. Cette table ronde touche à sa fin. Je voulais vraiment et sincèrement vous remercier toutes et tous pour votre participation, votre franchise dans les propos, hein, et puis dans ce que vous apportez aussi aux intermédiaires en opération de banque qui vont vous écouter dans cette émission, parce que on est tout un écosystème. On n'est pas rentré dans le détail sur le crédit, mais bien évidemment, et le fait de marcher la main dans la main et de connaître les contraintes et de pouvoir projeter éventuellement ces perspectives-là entre les uns et les autres est absolument indispensable. En tout cas, formation, professionnalisation, je suis archi d'accord avec vous, sont mes credos depuis très longtemps, et avec l'âge, ça finira par payer. Merci, passez une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission des fans du crédit. Fans de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.